On va voir un petit peu les commandes de base. Donc, premier truc à faire, si vous voulez, c'est, on doit avoir notre vol. Alors oui, on a le vol Pi, OK. Donc, en théorie, on doit pouvoir le lancer comme ça. Ouais, OK. Donc on peut lui donner un petit tâche. Ça va peut-être aller un petit peu mieux. Là, vous aurez toutes les commandes. La machine est super rapide. Donc, comme on peut voir, on va essayer de taper le profil avec info. C'est là que ça devient intéressant. Là, on voit hein, comment on peut définir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut lui taper donc 2, vu que c'est un long. Hein, donc là, on voit toutes les commandes. D'accord. Nos plugins, le scanner check, les adresses space et nos fameux profils. Hein, c'est ça qui va être intéressant. Je vous disais, ils sont cruciaux pour interpréter correctement le vidage mémoire d'un système. D'accord. Donc, on a un profil dans l'utility qui va définir l'architecture naturellement du système d'exploitation. La version hein, est différente, mémoire spécifique au système ciblé. D'accord. Des fois, il faudra utiliser plusieurs profils parce que vous allez voir que voilà, ça va cracher, il va y avoir des problèmes. Il faut tester. D'accord. Même si des fois, il vous spécifie bien une version hein, de build, bah des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. Il faudra downgrader ou upgrader en fonction de la version de ce que vous utilisez. D'accord. Donc c'est un peu du try and error. Donc je vous disais, hein, utilisé par les forces de l'ordre, hein, j'en plaisantais dans ma dernière vidéo, mais plus sérieusement en DFIR, ça va permettre bah, de récupérer des choses cruciales dans le système d'exploitation et disposer hein, de, encore une fois, je vous ai dit entre Linux et Windows, on n'a pas les mêmes structures, d'accord, structure de données différentes et disposition mémoire. Donc, plein de profils pour Windows et d'autres profils pour Linux. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, on voit quoi? On voit qu'on n'a pas de profil Linux. Hein, ben ouais, mais dans ta précédente vidéo, tu m'as dit qu'on pouvait aussi faire. Oui, oui, mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que Linux, c'est plus compliqué. Ah, donc, bah quoi, il faut créer manuellement à partir d'une même périphérique, hein, ou celui d'où provient le vidage de la mémoire. Hein? Ok. D'accord. Donc là, tu vois la version du noyau, d'accord. Bah typiquement, je vais aller télécharger un même Ubuntu avec le même noyau, d'accord. Et je vais tout simplement faire une image à partir du noyau, d'accord. Donc c'est un peu plus contraignant, d'accord. Mais encore une fois, hein, vous pouvez créer votre propre profil. Hein. Vous savez que, bah, certes Linux enfin, certes, Windows pardon, est unique et monolithique, mais vous savez que Linux, c'est pas le cas. Hein. C'est un écosystème diversifié avec plein de distributions et de configurations. Donc, chaque distribution va avoir ses versions de noyau, des configurations et des dispositions légèrement différentes, d'accord, en fonction des distros et même de la disposition mémoire, d'accord. Donc, encore une fois, hein, c'est pour ça qu'il faut créer des profils uniques pour chaque Linux, d'accord, puisque contrairement à Windows, je vous disais, qui a des structures mémoire, des API système plus standardisées, les composants internes du noyau Linux peuvent varier considérablement d'une distribution ou d'une autre. D'accord. Donc, problème de standardisation, ça rend difficile la création de profils Linux génériques. Vous l'avez bien compris. Ensuite, Linux est open source, comme vous le savez, ce qui signifie que son code source est facilement disponible pour inspection, modification. Cela conduit à une plus grande flexibilité, à une plus grande personnalisation. D'accord. Avec mode propre, vous pouvez ajouter, me retirer des trucs. D'accord. Compiler votre propre noyau, comme je vous le disais. Donc, ça se traduit par naturellement une plus grande variété des structures de mémoire. Alors, la création de profil, je ne sais pas si je vous l'avais montré dans les précédentes vidéos, mais on va aller vite. Hein. Encore une fois, c'est réservé aux débutants. Je vous avais fait déjà des vidéos. Voilà, faites une recherche. Vous avez ma playlist analyse forensique si vous voulez débuter naturellement. Si vous êtes confirmé, je pense pas que vous allez apprendre grand-chose. Alors, si on clean un peu, qu'est-ce qu'on a? Évidence. Ok. Donc là, ils ont été cool. Hein. Vous voyez qu'on a quoi? On a notre dump mémoire. Hein, et ils nous ont fait le profil pour nous. D'accord, c'est de la data. C'est de la data et on a le generic profile. Alors, il va falloir qu'on copie ça au bon endroit. D'accord. Donc, si jamais vous faites vous-même votre profil,
D'accord. Ça va alors quand mais ça je vous l'avais déjà expliqué, Volatility s'installe dans le local, d'accord? Donc il va falloir le rapatrier vers le local. Donc c'est dans le home, hein, que ça soit clair et il y a une arborescence locale en théorie, vous voyez? Et après vous savez, bah, en fonction des librairies, on est en Python 2.7, d'accord? Et vous avez, site package, volatility plugins, pardon, j'ai de la latence. Voilà, overlay Linux. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous allez pouvoir copier le profil. Donc, une fois que c'est fait, on peut rappeler notre commande. On va faire un autre Volpi. Donc, on peut rappeler notre commande. Et ouais, on peut. En principe, il devrait le charger pour nous. Je sais pas s'il y avait une majuscule. Ouais, il y a une majuscule. On va voir s'il nous le trouve. Non, il le trouve pas. Donc, hop. Ok. Donc là, vous voyez que le fait de le déplacer dans cette arborescence, eh ben, du coup, on a notre profil générique. Donc, on va pouvoir taper dedans. Donc, pareil, article de Nicolas Béguet, qui doit être français avec un nom pareil et qui nous a fait un putain de tuto. Donc, je vous le mettrai en description. Donc, je vous disais, Linux même, hein, c'est le vidage mémoire du serveur Linux qu'on va tout simplement analyser. D'accord? Donc là, on l'a foutu dans le répertoire personnel, hein, pour que Volatility puisse l'utiliser et on va lui spécifier, donc on a, comment dire, on a des switches, on va lui mettre profile ou -f, d'accord. Donc ça c'est en fonction des plugins, on a différents plugins qu'on peut utiliser pour l'analyse. Alors si on regarde bien comment s'appelle le profil, vous voyez il est assez long, d'accord. Donc on va se le copier, ça va être plus simple, d'accord. On va lui passer notre f, hein. On lui donne quoi? Bah, le dump, d'accord. Et après long, le profile pareil, est égal à un string, d'accord, qu'on vient de copier. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez faire un petit H. Voilà. Donc là, il t'affiche à la fois l'aide et le supported plugin. D'accord. Donc vous voyez que ça, le H, ça vous fait le rappel de commande, d'accord. Et là, par contre, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'avec ce profil, on va pouvoir utiliser toutes ces commandes, d'accord, tous ces plugins, si vous voulez. Donc, on va commencer par l'historique, hein, c'est un bon point de départ. Il y a des commandes exécutées là dans notre scénario par un acteur malveillant lorsqu'il était sur son système, d'accord. Donc, on va examiner le fichier historique grâce à la commande Linux bash. Donc, je vais cleaner. On se rappelle quoi? La commande, mais cette fois-ci, je veux quoi? Je veux pas le petit h, on va lui passer directement la commande. Et là, on va se taper les PID, ce qui tournait. Et on va essayer de détecter nos artefacts. Donc, il est en train de taper dans le fichier mémoire, hein. Je sais pas quelle taille il fait, hein, mais ça fait plusieurs gigas, généralement. Après, ça dépend voilà, si c'est un système embarqué, ça fera même pas centaines de MO, tu vois. Mais là, je sais pas regarder la taille, je vous avouerai. Premier truc qui doit attirer ton œil, ok. Ensuite, ça fait un curl sur Toy Miner, avec un petit trou, ça l'enregistre, ça exécute le miner. Bash history, ouais, bon, hein, je pense que il a cloné un repo avec Lime. Voilà. On peut aller voir, comment dire, le repo. Donc on va faire ce qu'on appelle référence croisée, d'accord. C'est-à-dire qu'on va demander à l'analyste, par exemple, qui travaillait sur le serveur, et on va essayer de corréler les informations que tu trouves pendant ton analyse avec les faits, avec les acteurs en présence, pour savoir qui a fait quoi. Est-ce que la commande elle a été utilisée par l'analyste? Est-ce que c'est pas le cas? Dans ce cas-là, c'est un acteur malveillant, d'accord. Là, on voit connexion MySQL à la base de données, donc il y a un mot de passe qui a été passé, c'est le cas de le dire. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'informations sensibles. C'est ce qu'on voit là. Ensuite, on nous demande le PID du miner. Bah, il n'y a qu'à regarder. Sudo. Bash. Le miner, visiblement, 10 205. Ça a été lancé. D'accord. Donc là, visiblement, l'analyse dit non, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord. Déjà, est-ce qu'il y a quoi? ID Elfé sur la machine? No such user, étrange. Et on voit en key curl et les analystes disent non, c'est pas moi, hein. Ben ouais, c'est lui qui a installé un miner, d'accord. Celui qu'on a shooté d'ailleurs, je pense. Je suppute. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un curl malicieux, hein, qui vient enregistrer avec le petit toy miner en
Donc ça télécharge à partir du serveur Toy Miner et ça l'enregistre en tant que miner, d'accord? Donc pareil, les analystes ils disent que visiblement c'est l'acteur malveillant qui a utilisé curl et on voit qu'il a été enregistré comme je vous disais avec le petit O et a été exécuté dans la foulée. C'est ce qu'on voit là. Ok, donc maintenant qu'on sait ce qu'il a exécuté, il faut étudier, continuer à étudier la mémoire, voir les processus en cours d'exécution. C'est la base, hein, c'est les fondamentaux de l'analyse de vidage mémoire. Et les processus en cours d'exécution, ça peut être très efficace pour naturellement identifier les anomalies. Et ça va servir de base de référence, hein. On va savoir à quoi s'attendre, surtout dans un système sain et normal. D'accord? Donc là, on voit qu'on a un crypto miner, crypto jacker qui a été exécuté et on voit un petit peu à quoi ressemble ce processus. D'accord? Mais on va en savoir plus. Donc on va utiliser PSList. On a utilisé Linux Bash. Maintenant, on va se faire un PSList. Donc c'est tout le temps Linux plus la commande, hein. D'accord? Et là, j'ai dit PSList. Alors, pensez toujours, donc on a nos offsets en mémoire, d'accord? Donc ça, c'est nos plages mémoire, le nom, d'accord? Le PID et le PPID. Donc je rappelle, le PPID est issu du PID. Pourquoi? C'est le parent ID, d'accord? Processus parent et ID de processus. Je m'explique. 2, quoi? À lancer 3, 4, 6. Je ne vais pas continuer, vous l'avez vu. Pourquoi? Comment je sais ça? Parce que là, je vois 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ont quoi? Le processus parent 2. D'accord? Pourquoi? Bah parce que c'est le parent, le 2, qui lie ensuite l'affiliation. D'accord? Eux, ils sont affiliés au père ou à la mère, d'accord? Aux parents. Que ça soit bien clair. C'est comme ça que ça marche. Donc, grosso modo, ça nous permet de déterminer une relation parent-enfant entre le processus, d'accord? Donc, il y a 2 anomalies qu'il faut identifier quand on s'intéresse au PID. Bon, après, vous avez le user ID, hein, le JID, le group ID, le DTB et puis notre horodatage. Si on regarde un petit peu, pour mieux comprendre, l'analyste ELF a confirmé qu'il n'avait pas exécuté le processus de minage. Ok, maintenant on le sait. On a la base du nom. L'hypothèse initiale, c'est que on a affaire sûrement à un crypto miner, d'accord. Donc c'est un programme informatique, hein, pour ceux qui débutent, qui vont naturellement miner des crypto-monnaies, utiliser toute la puissance de calcul, soit généralement du CPU, d'accord, mais ça peut utiliser aussi la carte graphique, d'accord, pour miner tout simplement et se faire de l'argent sur votre dos, d'accord. Donc encore une fois, ça va utiliser la blockchain, tout ça, mais bon, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, je ne vous apprends rien, d'accord. Donc là, visiblement, notre serveur de prod, il servait à crypter, à faire tourner un crypto miner et à gagner de l'argent à notre insu, à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre, d'accord. Mais si on corrèle les autres informations, on a vu qu'il s'était connecté quoi à MySQL. MySQL, ok, intéressant. On va regarder le PID, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut pas grepper un peu tout con. Ouais, déjà. Il y a quoi d'autre à part le MySQL server? Voilà. Et là, ce qui est plutôt étrange, c'est que MySQLD, c'est quoi? Un daemon MySQL? Ça a l'air malicieux, hein. D'accord. Si on regarde donc c'est systemd qui a lancé ça, on voit que quoi au niveau du user ID, c'est 114, d'accord, et lui c'est 1000, d'accord. Donc moi je suis 1000, je suppose. Ok, et donc qui est 114? Bonne question, d'accord. 114 c'est l'IDEM. Le truc qui tourne là, c'est en train de me bouffer des cycles CPU. Quoi, non, il y a quoi? Ouais, je sais pas. Ok, 8839, donc c'est bien lui. MySQLD. Donc là, on voit que ça diffère, hein. C'est pas les mêmes. Là, c'est le 10280. Donc il va falloir qu'on extrait. On
on va voir. Bash, comme 1092, non, MySQL, ouais. Donc lui, il est SAS. Binaire de chaque processus. Extraction du processus. Alors, pourquoi faire l'extraction du processus? C'est une bonne méthode d'extraire le binaire. D'accord? Ça va permettre d'analyser son comportement à l'aide de l'analyse de logiciels malveillants. Hein. Typiquement, on va le faire tourner dans une VM, mais pas que du sandboxing, etc., etc. Analyse statique, analyse dynamique, d'accord? Je vous avais montré un peu en blue teaming les bases. Et donc pour extraire ce fameux binaire, hein, on va utiliser, vous l'avez bien compris, un autre plugin. D'accord? Donc on va créer quand même un répertoire hein, pour lui dire écoute, j'aimerais bien que tu m'extrais le processus à tel endroit, d'accord? Et puis ensuite, on va se servir tout simplement de l'indicateur, d'accord? Pour dire à Volatility, bah voilà, tel PID du processus, donc tu m'extrais le binaire correspondant, d'accord? Ok, donc sudo mkdir test. Ok, donc là, on s'est créé une arborescence test. Maintenant, on se reprend. Donc, qu'est-ce qu'on a dit comme PID? Le 8839, hein, c'était ça. Ouais, c'est lui. Donc, on change de commande. Je vous ai dit donc ça continue et cette fois-ci on va faire un proc dump et c'est là qu'on va lui spécifier notre chemin avec un grand D, pardon. Donc moi c'est test et on veut quoi? Le PID, on a vu que c'est le 8839. Donc on va se faire ça par nos 3 processus, on va choper le miner aussi. Ok, Xread. Eh, tu sais quoi, je m'en fous, c'est pas chez moi. Ok, on va retenter comme ça. Ok, on peut retenter. Ok, donc là on a le PID. Il a proc dump. Faut taper le miner. Ça c'est l'autre partie en principe. Donc vous voyez, hein, il va taper dans la mémoire et il nous extrait le processus. Donc là j'ai le MySQL server et il me faut le miner. Je me rappelle plus du tout. Et le miner il était où de genre. Ouais, là il est extrait bash quoi. Il a extrait bash le bâtard. Qui c'est qui l'a lancé le 10205? Oh, 10280, autant pour moi. Voilà. Donc là, on a extrait 4 trucs. Le bash, le MySQL Server, le MySQLD qui a l'air trop bizarre et notre miner. Ok. Donc maintenant, on peut aller dans test. Voilà. Et là, on voit les 4 processus. D'accord? Ok. On a bien nos ELF, on a nos binaires, d'accord, qui ont été extraits. Donc là, on a nos programmes entre guillemets suspects. Hein, il va falloir les analyser, encore une fois, voir un petit peu. Hein, est-ce que le binaire te semble normal ou pas? Et le meilleur moyen, c'est quoi? Bah, le plus simple qu'on peut faire. Comment je peux comparer qu'un binaire est bien le binaire qui prétend être? Bah, t'as qu'à faire quoi? Un MD5 sum. On va faire un hachage MD5. Et puis, bah, si ça correspond pas, en théorie, c'est qu'il y a un problème. D'accord? MD5 sum sur ce que vous voulez, miner. Voilà. D'accord? Donc, ça y est. On utilise notre fonction de hachage. À toi de comparer. D'accord? Est-ce que c'est, tu vois, bash, est-ce que c'est vraiment le bon bash, tu vois? Et comment je sais ça? Bah, va voir sur une machine saine et compare. D'accord? Va voir dans tes sauvegardes si le fichier MD5 il a été modifié, d'accord? Si tu fais une sauvegarde et qu'il y a un fichier qui a été tempéré, modifié, d'accord? Bah dans ta sauvegarde de la veille, hein, en théorie, si t'es une boîte qui a un peu de pognon, on va faire des sauvegardes quotidiennes, hein, le soir, et puis après en week-end, les hebdos, d'accord? On va avoir des plans de sauvegarde qui sont beaucoup plus conséquents. Mais déjà, tu vois, si le fichier la veille, il avait une autre valeur de hash, ça veut dire que bah, y a quelqu'un qui est rentré dans ton système et qui a commencé à bidouiller.
D'accord? Donc c'est vraiment les bases, hein. Ensuite, on demande le MySQL Server. On va prendre le vrai, entre guillemets, hein, c'est-à-dire pas le MySQL mais, hein. Voilà. Donc là, pareil, on a la valeur de hash. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire? On a vu que c'est des ELF. C'est des ELF et j'ai mon mineur. Ok. On peut faire un 4? Non, ça va pas marcher, hein. Pourquoi? Ben, c'est compilé, hein, c'est un mineur. Donc, gibberish. I don't understand, hein. I'm not CGHQ or the NSA. Ah, c'est compliqué, hein. Ah ouais. Ah, plus c'est long, hein. Pouh, il y a des trucs en chinois. Oh, ça y est, c'est un coup des Chinois. Putain, ça change des Russes, hein. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais pas strings, chaîne mnémonique? Ah, et pas que sur quoi? Sur mon mineur? Ah, ça devient intéressant, mais bon, pareil, hein, beaucoup de choses. Beaucoup de choses et des chaînes qui m'intéressent pas. Mais on peut, quoi, piper et utiliser, quoi, bah, une commande grep, tout con. On a vu qu'il se connectait à un serveur. Je peux pas grepper HTTP? Ah ouais, hein, invalid, lookup, keynote, et là, serveur de command and control, hein. Hein? THM, hein, je pense. D'accord? Donc, bah, vous avez compris. D'accord? Donc, on utilise du defunk, hein, je vous rappellerai. Donc, pareil, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah, ça tombe bien, on parlait du CGHQ. Nos amis du CGHQ qui font de la pub sur Twitter, on leur passe un petit coucou. Cyberchef, hein, que ça soit des bolognaises ou autre chose, hein, c'est toujours la même chose. C'est de la popote, c'est de la petite cuisine. Ok, incroyable. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui demander? Bah, regarde bien, tu tapes Defang, incroyable. IP adresse, ouais, je crois que c'est une IP adresse, hein. Oh, c'est peut-être une URL, hein, je crois que c'est une URL plutôt. Et là, qu'est-ce que je fais? Copier et glisser, hein. Tu laisses, voilà. Et là, il te la Defang et voilà. Je crois que c'est la réponse. D'accord? Donc pourquoi on fait tout ça? Bah, je veux voir les mécanismes de persistance, d'accord? Qui auraient pu être installés, hein, implantés par l'acteur malveillant, le crypto miner. D'accord? Donc pour rappel, un mécanisme de persistance, c'est déjà la dernière étape, hein, c'est ce qu'on appelle la post-exploitation au niveau de la CKC, ma cyber kill chain, d'accord? De mon cycle de vie opérationnel quand je lance une cyberattaque. Et c'est un moyen, hein, dans lequel un programme peut survivre après un redémarrage système. Mais là, je pense que je vous apprends rien. D'accord? Donc vous le savez, hein, les méchants, les auteurs de logiciels malveillants, ils veulent conserver l'accès à un système, même s'il est redémarré. D'accord? Donc il y a des tactiques, techniques, procédures, mais il y a des tactiques simples. C'est les cron jobs, hein, et c'est ce qu'on a vu. Parfois, il faut checker la cron tab, d'accord, pour voir s'il se passe pas des choses bizarres. Ok, donc là, pareil, tu vois, beaucoup trop. Grep, cron. Donc, il est censé nous sortir tout ce qui est lié à cron. Reboot PID, le cron service. On voit qu'il est invoqué par systemd. Ok, varspool, cron service, user limit systemd, pamd. Top. Tu vois le LFI? Je croyais que c'était un utilisateur, mais en fait non. C'est la tâche. D'accord, c'est pour ça que quand j'ai fait ID LFI, je me suis fait jeter. Ok, donc là, tu vois, on a notre offset. Ok, donc c'est au niveau de la plage mémoire. Et on va lui dire à partir de cet espace mémoire, de l'offset, tu vas m'extraire LFI, hein, tout simplement. Donc comment on fait ça? Hop, on reprend notre commande Linux enumerates et on va faire un find file. Alors, on lui met ça et vous vous rappelez, pareil. En sortie, on va lui dire écoute, tu tapes dans test et tu enregistres, on va l'appeler Alfie comme on l'avait appelé. Enfin, comme il s'appelle originalement. Et 4 Alfie, non, c'est un binaire. 4 cronjob, ah ouais, c'est un fichier. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit var temp. Non. Dans var, tmp, il y a quoi?
Il y a MySQL Server. En plus, dans un fichier caché. Et en plus, arborescence temporaire. Ça a l'air bizarre, non? Système, hein? Ouais, mais le fichier, il est quoi? En plus, c'est caché? Bah ouais, mais moi, je l'ai pas là, hein. Ah bah ouais, pourquoi je l'ai pas là? Parce que je suis sur la machine, mais ça, c'est la machine, c'est le dump mémoire, hein, on est d'accord. Mais bon, vous avez compris, d'accord? C'est-à-dire que là, moi, je l'ai pas parce que je suis pas sur la machine. Forcément, on travaille sur le dump mémoire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce fou? Il a créé, pop, 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 il a créé, OK, une sous-arborescence cachée et là-dedans, il y a MySQL Server.